La question que les touristes ne posent jamais. Ils arrivent par bus, descendent sur le parking, marchent vers le plateau et voient le Sphinx. Comme sur les cartes postales, comme dans les films, comme dans les manuels scolaires. Ils prennent une photo, avec la pyramide derrière, le pouce levé, et repartent, sans remarquer l'évidence. Pourquoi la tête est-elle si petite? Le corps, 73 mètres de long, 20 mètres de haut, massif, taillé dans un seul affleurement de calcaire. La surface, rongée, abîmée, couverte de profondes rainures verticales qui descendent du sommet vers la base comme des rivières figées dans la pierre. La tête, petite, lisse, nette, des traits bien définis, des arêtes franches, une érosion minimale. Le corps et la tête ne vont pas ensemble. Ni par la taille, la tête est disproportionnée, trop petite pour un corps de cette masse, ni par l'état, le corps est ravagé, la tête est presque intacte. Ni par le style, les traits du visage sont typiques du Nouvel Empire, pas de l'Ancien. Si un lion réel avait ses proportions, la tête serait grotesquement petite, comme un poing sur un torse de catcheur. Hypothèse que de plus en plus de chercheurs soutiennent, la tête originale était plus grande. Peut-être une tête de lion, ce qui expliquerait le corps de lion. Un pharaon postérieur l'a fait retailler à son image. En réduisant le volume, la tête a rétréci, le corps est resté. Et l'érosion du corps, millénaire de pluie, n'apparaît pas sur la tête, parce que la tête est plus récente, refaite après les pluies. Ce n'est pas un détail, c'est le premier fil d'un écheveau. Et maintenant, un fait qui touche directement ceux qui regardent cette vidéo. Parce que les premières mesures précises du Sphinx ont été faites par des Français. 1798. L'expédition d'Égypte. Napoléon Bonaparte débarque à Alexandrie avec 38 000 soldats et 167 savants. Ingénieurs, naturalistes, dessinateurs, architectes, chimistes. La commission des sciences et des arts. Leur mission, tout mesurer, tout dessiner, tout documenter. Le résultat, la description de l'Égypte. 23 volumes de planches et de textes publiés entre 1809 et 1828. Le plus grand relevé archéologique jamais entrepris à cette date. Les dessinateurs de Napoléon ont représenté le Sphinx. Ensablé jusqu'au cou, seule la tête émergeait du plateau. Autour, du sable, des dunes. Le corps entier était invisible. En 1798, plus de 4300 ans après sa construction officielle, le Sphinx était enterré. Et la légende du nez, Napoléon aurait tiré au canon sur le visage, c'est faux. L'historien arabe Al-Makrizi décrit la mutilation dès le XVe siècle. Un soufi fanatique nommé Muhammad Saïm al-Dar aurait détruit le nez pour empêcher les offrandes. 3 siècles avant Napoléon. Mais les Français ont ramené les premières mesures précises, les premières proportions vérifiables. Et ces proportions disent la même chose que l'œil, la tête ne va pas avec le corps. Entre les pattes avant du Sphinx, une stèle de granit rose, 4 mètres de haut, la stèle du rêve. Le texte raconte l'histoire du jeune prince Thoutmôsis, futur Thoutmôsis IV. Il chassait dans le désert près de Gizeh. Fatigué par la chaleur, il s'est allongé à l'ombre. À l'ombre de quoi? De la tête du Sphinx. Parce que le corps était ensablé. Seule la tête dépassait. En rêve, l'esprit du Sphinx, Aurémaquette, Horus sur l'horizon, lui apparaît et promet « Désensable-moi, et je ferai de toi le pharaon. » Thoutmôsis a désensablé. Il est devenu pharaon. Et il a placé la stèle entre les pattes en remerciement. Environ 1400 avant notre ère. Le Sphinx était déjà si ancien qu'il était ensablé. Que personne ne se souvenait de son constructeur. Thoutmôsis ne l'attribue pas à Képhren, ni à aucun pharaon. Il s'adresse au Sphinx comme à une entité divine venue d'un autre temps. Si le Sphinx a été construit vers 2500, comme le disent les manuels,
Il avait environ 1100 ans en 1400. 1100 ans et déjà enseveli. Les pyramides du même âge sont debout. Le temple de la vallée est debout. Le sphinx enterré. Soit le calcaire du sphinx est d'une qualité catastrophique, ce que la géologie ne confirme pas, soit il est beaucoup plus vieux que 1100 ans à l'époque de Toutmosis. 1991. Robert Schoch, docteur en géologie de l'université de Yale, professeur associé au département de sciences naturelles de Boston University, spécialiste de l'altération des roches sédimentaires, arrive à Gizeh. Il vient à l'invitation de John Anthony West, un écrivain américain, pas un géologue, qui avait lu les travaux du mathématicien français René Schwaller de Lubitsch. Dans les années 40, de Lubitsch avait remarqué que l'érosion sur les parois de la tranchée du Sphinx ne ressemblait pas à de l'érosion éolienne. West avait besoin d'un géologue professionnel pour vérifier. Schoch a accepté. Il n'avait aucune théorie en arrivant. Juste ses yeux et 40 ans d'expérience en géomorphologie. Le vent du Sahara, qui souffle depuis des millénaires, laisse des traces caractéristiques. Horizontales, stratifiées. Il use les couches tendres du calcaire et laisse les couches dures en relief, comme les marches d'un escalier couché. C'est le profil éolien standard. On le voit partout dans le désert. Sur les murs de la tranchée du Sphinx, autre chose. Des sillons verticaux, profonds, certains de plusieurs dizaines de centimètres, ondulants, arrondis. Des canaux qui descendent du sommet vers la base, comme des rivières qui auraient coulé sur la pierre pendant des siècles. Des profils sinueux, avec des creux et des bosses. C'est la signature de l'eau, de la pluie. Abondante, prolongée, sur une longue période. Et ce profil est visible uniquement sur les murs de la tranchée et sur le corps du sphinx, pas sur les structures voisines de l'époque de Képhren. Schoch publie ses résultats. Présente devant la Geological Society of America en 1991, devant une salle de géologues professionnels, pas de passionnés de mystère. La réponse des géologues présents: les données sont cohérentes avec une érosion hydrique. Sa conclusion: la dernière période de précipitation suffisante dans la région de Gizeh se situe entre 10 000 et 5 000 ans avant notre ère. Le sphinx date au minimum de 7 000 ans, probablement de 9 à 12 000, le double ou le triple de l'âge officiel. La réaction des égyptologues, immédiate et violente. Mark Lehner, le plus grand spécialiste du sphinx au monde, rejette les conclusions. Zahi Hawass qualifie Schoch d'halluciné. L'argument principal: nous savons que Képhren a construit le sphinx parce qu'il est à côté de la pyramide de Képhren. Schoch répond: je ne suis pas historien, je suis géologue. Les pierres montrent de l'érosion hydrique. Expliquez les pierres. 30 ans plus tard, personne n'a expliqué les pierres. On a expliqué le géologue, en disant qu'il sortait de son domaine. Mais les sillons sont toujours là. Et ils descendent toujours de haut en bas. Le corps du sphinx est couvert de couches de restauration. Des blocs de calcaire plaqués contre la surface originale pour la protéger, pour empêcher l'effritement. La plus ancienne couche identifiée date du Nouvel Empire, règne de Toutmosis IV, environ 1400 avant notre ère. Puis une couche ptolémaïque. Puis une couche romaine. Chaque génération a réparé le sphinx, et chaque fois, il se dégradait à nouveau. Si le sphinx a été construit vers 2500, il avait 1100 ans quand la première réparation a été nécessaire. 1100 ans pour un monolithe de calcaire. C'est rapide. Les pyramides voisines, du même âge, n'ont pas eu besoin de réparation pendant des millénaires. Quelque chose ne colle pas. Soit le sphinx est fait d'un calcaire exceptionnellement fragile, mais c'est le même banc que le reste du plateau, soit il est beaucoup, beaucoup plus vieux. Et maintenant, ce qui rend tout ça non seulement troublant, mais interdit. 1991. Le même voyage de Schoch.
Avec lui, le géophysicien Thomas Dobecki de Houston. Il plante des capteurs sismiques autour du sphinx et dans le sol entre les pattes. Méthode: on envoie des ondes sonores dans le sol. On mesure les réflexions. La roche dense réfléchit d'une façon, le vide d'une autre. Les données sont nettes. Sous la patte avant droite, une anomalie. Rectangulaire. À environ 5 mètres de profondeur. Dimension 9 mètres sur 12. Un espace creux. Régulier. Pas une cavité naturelle. Une cavité karstique serait irrégulière. Forme rectangulaire. Signature d'un espace construit. Une chambre. Ou un passage. Les données sont publiées. Les résultats sont vérifiables. N'importe quel géophysicien, avec l'équipement adéquat, peut refaire les mesures. Hawass a déclaré publiquement « Il n'y a rien sous le sphinx ». Les données sismiques disent le contraire. L'accès au forage a été refusé. Aucune vérification n'a été autorisée. La chambre existe. Les ondes le confirment. Ce qu'il y a dedans, personne ne le sait. Parce qu'on ne permet pas de regarder. Et voilà le contexte qui rend ce refus encore plus étrange. Edgar Cayce, mystique américain. Dans les années 1930, en état de transe, il a décrit un plâtre de sang, hall des archives, plâtre de sang, une salle souterraine sous le sphinx contenant les archives d'une civilisation antédiluvienne. Pas de la science, de la voyance. Aucune preuve, aucune valeur académique. Mais 60 ans plus tard, Schoch et Dobecki trouvent une cavité rectangulaire de 9 sur 12 mètres exactement sous la patte droite. Exactement là où Cayce l'indiquait. Coïncidence? Peut-être. Probablement. Mais la seule façon de le confirmer, c'est de vérifier. Et vérifier, c'est précisément ce qu'on refuse de faire. Dernière ligne. Et c'est la plus élégante de toutes. Le sphinx est orienté strictement vers l'est, vers le point de lever du soleil aux équinoxes de printemps et d'automne. Fait incontesté par toutes les parties. La question n'est pas la direction. C'est ce qui se levait à l'est au moment de sa construction. À cause de la précession de l'axe terrestre, le lent basculement gyroscopique de la Terre, comme une toupie qui oscille, les constellations visibles à l'horizon juste avant l'aube changent au fil des millénaires. Un cycle complet dure 25 920 ans. Tous les 2160 ans environ, la constellation d'Érevidier de fond, qui se lève à l'est au moment de l'équinoxe, change. On appelle ça les deux ères astrologiques. Deux ères astrologiques, mais c'est de l'astronomie pure, pas de l'astrologie. C'est mesurable, calculable, vérifiable. À l'époque de Képhren, environ 2500 avant notre ère, la constellation qui se levait à l'est à l'équinoxe de printemps était le Taureau, pas le Lion. Si les Égyptiens de Képhren avaient construit le sphinx pour marquer leur époque, ils auraient construit un taureau, pas un lion. En 10 500 avant notre ère, c'était le lion qui se levait à l'est. Le sphinx, un lion, regarde le point exact où le lion se levait il y a 12 500 ans. Le lion regarde le lion, sur l'horizon, au lever du soleil, le jour de l'équinoxe. Robert Bauval, ingénieur belge d'origine égyptienne, auteur du Mystère d'Orion, publié en 1994, a ajouté un deuxième calque. Les trois grandes pyramides de Gizeh ne sont pas alignées en ligne droite. La troisième, celle de Mykérinos, est légèrement décalée vers le sud-est. Ce décalage correspond exactement à la position relative des trois étoiles du baudrier d'Orion. Alnitak, Alnilam, Mintaka. Mais pas à n'importe quelle date. À cause de la précession, la position d'Orion sur l'horizon change au fil des millénaires. Le calque parfait, celui où les pyramides reflètent Orion avec la meilleure correspondance, date de 10 500 avant notre ère.
La même date que le lion sur l'horizon. Deux méthodes indépendantes. La géologie de choc, érosion hydrique, pluie disparue depuis au moins 7000 ans. L'astronomie de Beauval. Le lion regarde le lion en 10 500. Deux disciplines qui ne se parlent pas. Deux scientifiques qui ne se connaissaient pas à l'époque de leurs publications respectives. Et une seule date. La convergence de deux lignes indépendantes, ce n'est pas une coïncidence. C'est un signal. Cette ligne, une tête disproportionnée, refaite à partir de quelque chose de plus grand. Des relevés napoléoniens qui montrent un sphinx ensablé jusqu'au cou. Une stèle qui confirme, en 1400 avant notre ère, personne ne savait qui l'avait construit. Une érosion hydrique qui nécessite des pluies disparues depuis au moins 7000 ans. Des restaurations trop précoces pour un objet censé avoir 1100 ans. Une chambre rectangulaire sous la patte, mesurée, publiée, interdite d'accès. Et une orientation astronomique qui pointe vers 10 500 avant notre ère, confirmée par la géologie et par les étoiles. Le sphinx n'est pas un monument de Képhren. C'est un marqueur, posé par quelqu'un qui était là avant l'Égypte. Quelqu'un qui taillait des monolithes de 73 mètres, qui connaissait l'astronomie, qui construisait pour des millénaires. Pas un village, un signal, pour ceux qui viendraient après. On a commencé cette série par la pyramide, une machine cachée derrière le mot « tombeau ». On a traversé des artefacts impossibles, des images reptiliennes sur 6 continents, des textes sumériens avec des protocoles de création, des pierres que rien ne peut déplacer, des recettes que rien ne peut reproduire, une médecine que nous pensions avoir inventée, des villes souterraines construites contre une menace inconnue et une catastrophe qui a éteint le monde du bronze en une génération. Et on finit ici, à 100 mètres de la pyramide, devant le sphinx. Le cercle se ferme, mais pas par des réponses, par des questions. 10 vidéos et les questions se sont multipliées. Abonnez-vous, on ne fait que commencer à creuser.